ça décoiffe. Hein. Ça décoiffe et en fait, en ce qui me concerne, ça explique un peu des choses que je sentais. Et voilà, en même temps, je me pose la question de comment on fait société, comment on produit avec ces nouveaux paradigmes, quoi. Comment, voilà, je sais pas. Franchement, c'est flou. Et voilà, quoi. Après, moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Alors, à mon avis, peut-être que j'ai complètement tort, parce que c'est un bouquin que j'ai lu il y a très, 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 très longtemps. J'étais ado encore. Ça s'appelait Travailler 2 heures par jour. Mais c'était écrit par le Club de Rome. Enfin, à l'époque, moi, je n'étais pas du tout... Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en ai parlé, après, quand j'étais syndiquée, tout ça, machin, on me disait, oh là là, mon Dieu, le Club de Rome, secours, quoi. Voilà. Mais voilà, il faudrait que je le relise, ce bouquin, pour voir un peu, voilà, la différence sûrement, et c'est pas utile. Mais c'était quand même très intéressant sur la création de valeur, etc., etc. Bon, c'est pas la peine de le passer alors. C'était le totem, quoi. Ah oui, c'est vrai, moi j'ai fait un peu d'anthropologie des fois ou d'ethnologie. Oui, c'est passionnant. Oui, alors. Moi j'ai une question un peu technique. Je suis pas sûre d'avoir bien compris comment le travail non productif est comptabilisé dans le calcul du PIB. Le travail des fonctionnaires en particulier, des enseignants. Comment cette valeur elle peut être comptabilisée dans le PIB? D'accord. Mais s'il est non productif, il n'est pas comptabilisé, hein, par définition. Vous avez dit que le travail non productif avait une certaine part dans le PIB. Ben, j'ai donc dit qu'il était productif. Oui. Mais il est productif autrement que sur le mode capitaliste. Mais il est productif de valeur économique. Et il compte dans le PIB, bien sûr. Je vous dirai comment on le compte, oui. Oui. En fait, dans votre exemple, qui était assez parlant sur les enfants qu'on amène à l'école, en fait, on voit que pour la même valeur produite, il y a des fois où la monnaie intervient et des fois où la monnaie n'intervient pas. Oui. Alors, ce que j'ai compris, c'est que en fait, les cotisations étaient la marque de la valeur produite non salariée pour l'instant, mais il reste quand même en dehors de ça une valeur qui échappe totalement au flux monétaire, mais qui est quand même une valeur économique. C'est-à-dire que quand les parents mènent leurs enfants à l'école, parce qu'ils ne vont pas faire un contrat avec leurs enfants pour dire ben voilà, je t'ai amené à l'école, donc tu me dois ça, je te le rendrai, on s'arrangera, ou tenir des comptes. Mais implicitement, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a la quasi-majorité de l'économie qui échappe totalement aux échanges monétaires. Donc est-ce qu'on ne peut pas s'affranchir et avoir un salaire à vie en fait, qui serait implicite s'il y avait une disparition de la monnaie ou si on trouvait une alternative à la monnaie pour les échanges économiques et pour la reconnaissance d'un travail. C'est des très grosses questions, tout ça, oui. Tu commences à faire une première série de réponses et puis on verra s'il y a d'autres questions par la suite. Bon, j'ai envie de dire que j'ai écrit ce bouquin à partir de toutes les questions qu'on me pose et que dans ce bouquin, il y a quand même globalement la réponse à ces questions-là. Hein. Je le signale parce que les bouquins ne se vendent pas tout seuls. Hein. Un bouquin de sciences sociales, c'est 800 exemplaires dans tout l'espace francophone. Voilà, nous en sommes là. Hein. Nous n'avons jamais autant lu, jamais autant écrit. Nous passons notre temps à lire et à écrire. De la merde, globalement. Hein. Sur l'Internet. Alors on a écrit des tas de machins, des tas de SMS, des tas de trucs, on n'arrive plus à se passer de communiquer, bon d'accord. Écrivons donc des choses qui sont un peu plus intéressantes, peut-être qui aient une petite valeur littéraire, etc., qui expriment vraiment des sentiments, je sais pas quoi. Quant à la lecture, lisons moins, d'accord, on lit beaucoup trop, hein, on passe un temps énorme à lire sur l'Internet, et puis
Et puis lisons des bouquins, parce que les bouquins, c'est ce qui résiste. Là, on s'emmerde pendant... Enfin, on s'emmerde, j'espère que non, mais il faut qu'on passe... il faut 3h30 pour lire ça. Bon, il faut qu'on passe 3h30. Mais, enfin, finalement, 3h30, c'est quand même moins que de passer 3h30 devant l'Internet, ce qui arrive quand même, éventuellement. Hein. Pour aller lire des trucs sur lemonde.fr, enfin des trucs dont on pourrait se passer vraiment très bien pour comprendre notre monde. Hein. Donc, c'est pas pour me défausser, hein, mais toutes ces questions que vous m'avez données là, je les affronte dans le bouquin. Patrick Zech me les pose et j'y donne des réponses. Mais je les traite par oral brièvement. Comment est-ce qu'on produit? Il y a un point sur lequel j'ai très peu... Bon, ben, d'une part, à 18 ans, chacun a un droit nouveau. Hein. Je dis 18 ans parce que c'est la majorité, ça pourrait être un autre âge, mais je pense que c'est peut-être l'âge quand même le plus intéressant pour cela. Chacun a un droit nouveau, qui est le droit qui garantit progressivement notre souveraineté sur la valeur économique, et qui est, le droit à un salaire à vie. Hein, moi j'ai fait des calculs entre 1500 et 6000 euros. Hein, c'est-à-dire que je reprends les conventions collectives les mieux négociées, avec un écart interdécile qui est de 3, 3,5. Mais l'écart interdécile, c'est-à-dire entre les salaires les moins importants et les salaires les plus importants, attention, il est calculé entre le meilleur salaire des 10% des plus mauvais, d'accord, et le plus bas salaire des 10% les plus élevés. Hein. C'est ça l'écart interdécile. Donc il réduit l'écart réel. Bon, l'écart interdécile, il est à peu près de 3 actuellement. Dans les conventions collectives les mieux négociées, dans la fonction publique aussi, c'est à peu près de 1 à 3. Si on prend un écart, cette fois-ci, dans les salaires réels, c'est-à-dire la totalité du plus mauvais au meilleur, et en m'inspirant de la proposition de la CGT, hein, qui est 4 niveaux de qualification, que je trouve une proposition très, très intéressante, on arrive à une fourchette des salaires, donc de 1 à 4. C'est pas le 1 à 20 du front de gauche, parce que ça n'évoque rien pour personne, vous comprenez, hein. 1 à 4, ça veut donc dire, ça me paraît, dans l'état actuel des choses, ça correspond à nos revendications sur le SMIC, que le premier niveau de qualification, automatique à 18 ans, tout le monde a à 18 ans un salaire à vie de 1500 euros, d'accord, net, et qu'on a droit à une carrière salariale avec un soutien syndical, un soutien des associations professionnelles, en fait, etc., pour passer des épreuves, hein, des épreuves de qualification qui permettent de monter en qualification jusqu'à 4 fois, jusqu'à 6 000 euros, hein, et aucun salaire supérieur à 6 000. Une fourchette, 1500, 6 000. Et quand je dis aucun salaire, ça veut dire aucune pension, parce que c'est des salaires à vie, hein, bien sûr. Ça veut dire aussi aucune indemnisation de chômage, parce qu'il n'y a plus de chômage, hein, puisque le salaire est lié à la personne, comme pour les retraités aujourd'hui, comme pour les fonctionnaires aujourd'hui. Il s'agit d'étendre à toute la population ce qui aujourd'hui est le fait des fonctionnaires et des retraités. Si nous voulons que tout le monde ait un salaire à vie, compris entre 1500 et 6 000 euros, il y aura beaucoup plus de gens qui auront 1500 que de gens qui auront 6 000, c'est évident, ça, c'est bien sûr. J'ai fait un calcul qui prend le salaire moyen actuel, c'est-à-dire 2100 euros net par mois. Mais c'est beaucoup plus que le salaire moyen actuel parce que dans ce dispositif-là, il n'y a plus d'impôts, hein, tout le PIB va à des cotisations. Hein. Donc c'est net d'impôts. Quand on prend en compte l'IRPP et la TVA, hein, les deux impôts essentiels, enfin l'impôt essentiel étant la TVA, quelqu'un qui a un salaire de 2100 euros net, en fait, ça suppose un salaire au bas de sa feuille de paye de 2800 euros, à peu près. Hein. Donc 2800 euros, parce que là-dessus, il y aura 700 euros de TVA et d'IRPP. Donc ça veut donc dire que si nous voulons un salaire moyen qui correspond à 2800 euros net actuel, hein,
étant entendu que ce sera 2000, il faut inclure les impôts dans cette affaire, mais qui, en réalité, est de 2100 euros. Donc de 25 000 euros par an. 25 000 euros par an, pour les 50 millions, c'est un droit du sol bien sûr, les 50 millions d'adultes de plus de 18 ans qui vivent en France, ça fait 1250 milliards. 60% du PIB. Or, c'est ce que nous consacrons déjà au salaire et au revenu du travailleur indépendant. Donc, vous voyez que dès maintenant, nous pouvons nous engager dans une logique de salaire à vie avec automatiquement, c'est pas lié au diplôme, hein, ça, hein, automatiquement 1500 euros, mais ça suppose, si vous voulons distribuer 1500 euros à tout le monde à 18 ans, ça suppose que nous ayons en aval une école sans notes, une école où on apprend la coopération, la co-responsabilité, et non pas la compétition, etc., etc., hein, bien sûr. Hein. Ça suppose des changements importants, tout ça. C'est pour ça que ça ne se fera pas par grand soir. Hein. Ça ne se fera pas non plus par une espèce de gradualisme. L'histoire n'est jamais graduelle. Il y a des moments où il y a une mobilisation populaire qui fait qu'il y a des choses, il y a une violence du capital qui répond à la mobilisation populaire. Prenez 44-47. Hein, et là, il y a des avancées décisives. Et puis, elles se poursuivent encore pendant 30 ans, jusqu'en 80. Il y a une dynamique qui se poursuit encore 30 ans. Et puis, depuis 30 ans, c'est la merde. Bon, ben d'accord. Et ça, c'est normal. Dans l'histoire, c'est toujours comme ça. De toute façon, il y a des périodes où ça avance, et puis il y a des périodes où ça recule. Ça, c'est tout à fait classique. La bourgeoisie a mis 5 siècles pour casser la gueule à l'aristocratie. Hein, d'accord. Donc, je ne dis pas qu'il nous faudra 5 siècles pour en finir avec la bourgeoisie capitaliste. Enfin, il faudra du temps, de toute façon. Mais la bonne nouvelle dans ce que je dis, c'est que nous avons déjà commencé. Depuis 1 siècle, nous avons déjà, puisque le tiers du PIB est déjà anticapitaliste. Hein. Donc, nous pouvons fonctionner donc avec des carrières salariales inscrites dans un rapport de 1 à 4 et avec un salaire moyen correspondant à 2800 euros actuels. Pour tous, avec un minimum de 1500 euros, donc un maximum de 6000. Pour tout le monde, droit du sol, donc y compris ceux qui arrivent en France, hein, comme travailleurs venus de l'étranger. Qu'est-ce que deviennent les retraités qui vont vivre en dehors du pays? Ça, à mon avis, ils perdent leur pension, à mon sens, dans cette affaire. Enfin, ça, il faut discuter. Enfin, droit du sol, c'est un peu compliqué. C'est en débat à réseau salarial, d'ailleurs, cette affaire. Hein, d'accord, bon. Puisqu'il ne contribue plus à la production de valeur dans l'espace national qui garantit leurs ressources. Donc il n'y a aucune raison qu'ils la touchent, à mon avis, hein, mais ça peut se discuter. Deuxième élément du droit, et là on va un peu plus loin dans comment ça fonctionne. Deuxième élément du droit, c'est le droit de propriété d'usage de tous les lieux de travail par lesquels on va passer. C'est-à-dire que dans tous les lieux de travail dont on va passer, on va participer en tant que membre du collectif, ou sur des travailleurs indépendants, évidemment comme travailleurs indépendants, mais en membre y compris si on est fonctionnaire, donc en tant que membre d'un collectif, d'un service public quelconque, on va participer aux décisions concernant l'investissement, concernant ce que l'on produit, concernant la façon de le produire. On va élire ou désigner d'une façon quelconque la hiérarchie, etc. C'est ça la prérogative du propriétaire. Nous serons les propriétaires de nos lieux de travail. Étant entendu que nous en serons propriétaires d'usage. Ce ne sera pas comme dans les SCOP où il y a des parts sociales qu'on peut revendre quand on s'en va. Parce que ça, c'est tirer des ressources de son patrimoine. Ça, ce sera totalement interdit. Hein, parce que ça, c'est la logique du capital, que l'on puisse tirer des ressources d'un patrimoine. La coopérative, ça ne répond pas à une bonne réponse à la propriété capitaliste. S'il n'y a pas de part sociale. Si on ne peut pas s'en aller en valorisant le fait qu'on a participé au patrimoine. Parce que là, nous sommes dans la logique du capital.
Et lorsque l'on tire des ressources d'une propriété, c'est toujours par ponction sur le travail d'autrui. Toujours. Hein, puisque seul le travail produit de la valeur. C'est donc le fait d'être propriétaire. Vous voyez les questions redoutables que ça pose. Hein, parce que ça suppose de supprimer la propriété immobilière. En ce qu'elle est, attention, en ce qu'elle est lucrative. Hein. Voilà. Hein. On peut être propriétaire d'usage. Et l'héritage peut être parfaitement possible dès lors que les enfants ont l'usage de la maison qui se transmet. Mais ils ne peuvent pas la vendre hein, pour tirer des ressources d'un patrimoine, d'accord ? Puisque ça ne correspond pas à leur travail. Là, ça suppose, vous voyez aussi, pour un parti, pour un syndicat de transformation sociale, pour un parti révolutionnaire, etc., ça suppose une réflexion sur la propriété qui n'est jamais menée, c'est dramatique. Hein. Nous n'avons aucune réflexion sur la propriété, jamais. Hein. Alors qu'il faut réfléchir là-dessus. Ou alors nous avons une proposition aberrante qui est suppression de la propriété privée. Mais enfin, c'est le capital qui supprime la propriété privée. C'est le capital qui supprime le travail indépendant qui est propriétaire de son outil de travail. C'est le capital qui repose sur l'expropriation. Une propriété est privée où elle n'est pas. Si je suis propriétaire de mon outil de travail, c'est quand même pas mon voisin qui va l'utiliser. Si un collectif est propriétaire de l'outil de travail, copropriétaire, c'est pas les salariés de l'usine d'à côté qui vont venir bosser sur l'outil. Mais ce travail-là sert à l'ensemble de la population. Enfin, je veux dire, produire des voitures, c'est pas simplement pour c'est être utile Oui, bien sûr. à l'ensemble de la société. Non, mais bien sûr. Je disais, le week-end dernier, il y avait le Festival du Livre, là, il y avait quelque chose sur la démocratie. Et je parlais, je trouvais qu'il y avait Bobet qui était là, et je disais qu'on ne réglerait pas les problèmes agricoles tant qu'il y aurait la propriété privée des terres agricoles. Il fallait que les terres deviennent bien commun. C'est-à-dire qu'on ne cultive pas pour soi, on cultive pour l'ensemble de la société. Non, mais attends, distinguons bien les choses. Un paysan qui cultive 18 hectares, c'est pas son voisin qui la nuit va venir cultiver ces 18 hectares. En disant, bah écoute, au-delà de là que je m'y mette, écoute, bah non, c'est du commun. Bien sûr que non. Je suis absolument pour la gratuité du foncier, hein, totalement. Hein. Le foncier doit être un bien commun. Hein. Et nous allons faire s'effondrer le coût de la construction quand le foncier sera gratuit, bien sûr. Et donc ça diminuera l'espace de la monnaie. On y reviendra à cette question. Hein. Nous consacrons aujourd'hui un pourcentage de nos ressources à l'immobilier qui est indécent. Hein. C'était 15% dans les années 70. Aujourd'hui, j'ai regardé des statistiques récentes. Le premier décile, c'est-à-dire les 10% de revenus les plus faibles, les ménages les plus faibles, consacrent 54% de leurs ressources à se loger. Le dernier décile, ceux qui ont les 10% de revenus plus élevés, consacrent 24% de leurs ressources à se loger. Les 24% sont scandaleux. Hein. Les 54%, n'en parlons pas. Hein. On peut faire mieux, puisque dans les années 70, c'était 15%. Enfin, bon, d'accord, c'est pas, on va pas se battre sur les 2 ou 3%, mais je suis, moi, pour la sécurité sociale du logement, c'est-à-dire que le logement soit gratuit et qu'on consacre 0% de nos revenus au logement. Mais comme on consacre 0% à la santé ou à l'école. Mais parce que le logement ne doit pas être l'objet d'un marché. Alors maintenant, si on reprend la question de la propriété, l'usage de quelque chose dont on est propriétaire est forcément privatif. Ou alors, ce n'est pas de la propriété. Enfin, je ne vois pas... Si vous avez 300 salariés qui sont copropriétaires d'une usine, ce n'est pas des voisins qui vont venir bosser en disant « au-delà de là que je m'y mette ». C'est bien de la propriété privée, au sens où l'usage est privatif.
Mais ça n'est pas de la propriété lucrative, c'est ça le point central. La distinction privée-collective, c'est une distinction qui nous empêche de penser les questions de la propriété. Il faut absolument que nous nous débarrassions de la distinction privée-publique pour penser la propriété. La seule distinction utile pour penser, c'est lucratif, non lucratif. Donc, reprenons ce paysan, et je dis paysan volontairement, c'est-à-dire celui qui refuse son agriculteur de la FNSEA, hein, le paysan du MODEF et de la Confédération paysanne. J'étais invité par eux récemment à leur journée nationale au mois d'août dans un lycée agricole de Lyon, et c'était absolument formidable. Nous avons là des gens qui sont anticapitalistes en étant des travailleurs indépendants, hein, et qui défendent le fait qu'ils ont un usage privatif, évidemment, de leur outil de travail. Hein. Mais autre chose est l'usage qui ne peut être que privatif. Si je suis propriétaire d'un logement, c'est quand même pas mon voisin qui va venir se loger en disant « au-delà de là que je m'y mette ». Enfin, je sais pas, je ne comprends pas le mot d'ordre abolition de la propriété privée. C'est un mot d'ordre qui ne peut... D'ailleurs, du coup, on ne le dit plus tellement il est aberrant. Mais du coup, on ne dit plus rien sur la propriété. Ce qui est tragique. De temps en temps, nationalisation, de temps en temps, quand on y pense, dans les résolutions de congrès. Bon. En revanche, ce paysan qui a un accès gratuit au sol, c'est presque le cas, hein, parce que les baux, c'est 200 € de l'hectare de l'année. Hein. Sauf que si on veut, ça c'est les baux, mais si on veut acheter du sol, il faut payer par ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin 10 000 € à l'hectare à l'actuel usager. Donc là, on est dans la propriété lucrative, qu'il faut faire disparaître, bien sûr. Et pour que les paysans ne vendent plus leurs terres, encore faut-il qu'ils aient des ressources suffisantes. Hein. De même que beaucoup de gens louent une chambre à des étudiants, c'est-à-dire piquent une partie de la valeur du travail d'autrui, celui des parents ou celui de l'étudiant, parce qu'ils ont des salaires ou des pensions totalement insuffisantes. Hein. Nous ne pourrons supprimer la propriété immobilière lucrative que si le salaire est un attribut de la personne dans la limite des 1500 6 000. Hein. Si bien qu'on n'a pas besoin de louer à quiconque pour avoir des sous, entre 1500 et 6 000, d'accord. Et qu'on ne passe jamais par le chômage. Mais ce paysan, donc, qui a un accès gratuit à la terre, et qui est propriétaire d'usage son outil de travail, il ne peut pas faire une plus-value en le vendant. Sinon, ça devient de la propriété lucrative. Donc, si nous voulons généraliser la propriété d'usage, c'est-à-dire que tout le monde décide de ce que devient l'outil de travail sur lequel il travaille, que les instituts décident de ce que devient l'outil de travail, enfin, l'école dans laquelle ils travaillent. Je voyais encore dans l'UMA aujourd'hui tout un patafard sur la présence des parents à l'école. Mais commençons déjà par nous interroger sur la maîtrise qu'ont les professionnels de leur outil de travail. Elle est nulle. C'est ça qu'il faut conquérir. Ça ne veut pas dire que les 16 profs d'école de l'école vont définir le programme. Parce que là, il y a des questions de programme national. Mais évidemment qu'ils vont avoir... Ça ne veut pas dire non plus qu'ils seront les seuls copropriétaires d'usage de l'école. Il faudra bien des élus, parce que l'école, elle engage des questions d'urbanisme. Mais il faudra que ce soit les profs d'école qui décident des ouvertures et fermetures de classes avec les élus. Avec les parents. Avec les parents en tant qu'usagers. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait aussi dans les conseils de gestion des entreprises des représentants des usagers, pas que pour les services publics. Hein. Également quand on produit du nucléaire ou de l'armement ou des automobiles ou n'importe quoi. Hein. Il faudra aussi qu'il y ait des représentants des fournisseurs et des clients. La copropriété d'usage ne sera pas le fait des seuls salariés. Ça ne peut pas être les seuls 150 000 cheminots qui décident de ce que devient la SNCF. Parce que la SNCF engage des choix d'aménagement du territoire et des choix énergétiques
qui concerne très au-delà des seuls 150 000 cheminots. Mais c'est quand même d'abord aux 150 000 cheminots d'en décider. Parce que c'est eux qui mobilisent l'outil de travail. C'est à eux de décider de ce qu'il devient. De même, ce qu'ils ne font pas du tout pour le moment. Hein. Donc, la copropriété d'usage, mais vous voyez que ça suppose une toute autre école. Hein. Une école d'apprentissage de la responsabilité, hein, et non pas d'apprentissage de la compétition. C'est la décision également sur la hiérarchie. Hein. Je rappelle, pour ceux qui pensent « Ah ben si on élit les hiérarchies, ça va être la merde », je rappelle que de 47, puisque les élections démarrent en 47, de 47 à 61, quand De Gaulle supprime tout ça, De Gaulle était un adversaire acharné de la démocratie sociale. La sécurité sociale, le régime général, pas l'ARCO, justement, hein, qui était dirigé par les patrons, avec quelques syndicalistes pour faire valoir, hein, d'accord. Mais le régime général, le régime général qui représentait presque l'équivalent du budget de l'État, a été géré par des salariés élus lors d'élections qui avaient lieu en 47, en 50, parce qu'il aurait dû avoir lieu en 45, donc c'était 5 ans plus tard, 50, 55, et elles auraient dû lieu avant en 60, mais De Gaulle était revenu au pouvoir, il essaye de les supprimer, il n'y arrive pas, et elles sont repoussées à 62, d'accord, et puis en 67, il les supprime. Des salariés élus qui élisaient les directeurs de caisse. Ce que De Gaulle supprime tout de suite. Hein, un décret de 1960, dès qu'il arrive au pouvoir, supprime l'élection des directeurs de caisse et crée l'école des directeurs de caisse de Saint-Étienne, où on n'enseigne rien sur la Sécu. J'ai vu le programme, j'y suis jamais invité, je vous le précise aussi évidemment. C'est purement des gestionnaires qu'on forme, des gens qui savent ce que c'est que la Sécu. On n'en veut pas, hein, bien sûr. Il n'en faut pas. Ça a parfaitement marché. Des élus, élisant leur direction, ont pu gérer l'équivalent du budget de l'État pendant 15 ans. Il n'y avait pas le déficit que nous connaissons aujourd'hui, ça marchait parfaitement, parce qu'on se battait pour la hausse des cotisations, et on savait pourquoi, etc., etc. Il n'y avait pas d'ARS, vous connaissez, hein, les agences régionales de santé, dans lesquelles les dictateurs décident des ouvertures et des fermetures, avec des directeurs d'ARS à 100 000 € par mois pour certains, d'accord. Donc, pas tous, mais en tout cas celui de l'Île-de-France. Donc, nous n'avions pas cette perversion de la démocratie que nous connaissons aujourd'hui dans la sécurité sociale. Hein. Donc, mais là encore, nous avons perdu la mémoire de ces choses-là. Hein. Vous voyez que nous avons déjà un déjà là qui est considérable, qui montre que nous pouvons fonctionner avec de la copropriété d'usage. Et puis enfin, dernier droit à 18 ans, donc le droit d'être copropriétaire d'usage de tous les outils de travail par lesquels on va passer, mais on en sort à poil, hein, comme on y est entré. Hein. On en sort avec sa qualification, mais on n'en sort pas avec une plus-value parce qu'on aurait vendu des parts. Hein. Mais oui, mais il n'y a pas que les stock options, encore une fois. Les scopes nous montrent qu'il peut y avoir perversion de tout cela, bien sûr. Troisième élément du droit, à 18 ans, qui va enrichir le droit de citoyenneté. On discutait avec peut-être Magali, je ne sais plus, enfin, tout à l'heure, sur le fait que les jeunes à 18 ans ne votent pas. Évidemment, pourquoi voter ? Vous votez non au référendum, vous avez une coalition socialiste UMP pour dire « Ah bon, il y a eu un référendum, vous votez non, ah bon, tiens, il ne s'est rien passé. » Vous votez Hollande, c'est comme si vous votiez Sarkozy, éventuellement c'est un petit peu pire. Enfin bon, moi je comprends, je n'approuve pas, d'accord, hein. Je souhaiterais qu'il y ait une attitude plus offensive, mais c'est une forme de salubrité publique que de ne pas voter dans un certain sens, d'accord. Donc si nous voulons... je vote, hein, je précise tout de suite. Hein. Puis, militant communiste depuis 40 ans, il vote, ça c'est sûr,
qu'il a un peu perdu la tête pour ne pas aller voter. Hein. Même s'il y va en traînant les pieds, il vote quand même, parce que ça fait partie de ses gènes. Bon, d'accord, bien. Mais l'enrichissement de la citoyenneté est absolument décisif par la maîtrise de la valeur économique. Et la troisième dimension, donc, cette citoyenneté, donc carrière salariale avec salaire à vie. Deuxième élément, copropriété d'usage, avec tout ce que j'ai dit que ça représente. Troisième élément, participation aux délibérations des caisses d'investissement, des caisses de salaire, des jurys de qualification, des caisses de gratuité. Parce que si ce n'est plus le crédit qui finance l'investissement, comment nous allons le financer? Nous allons affecter, mettons par exemple, aujourd'hui, il n'y a que 20% du PIB qui va à l'investissement. Hein. J'ai donné les chiffres, hein. 2000 milliards, 400 milliards d'investissement. Ceux qui nous piquent 700 milliards n'en investissent, en nous prêtant, les salopards, que 400 milliards. Là où ils veulent, s'ils le veulent, avec les qualifications qu'ils veulent, etc., etc. Et en nous faisant du chantage en permanence. Si nous voulons assumer non pas seulement 400, mais 600 milliards, par exemple, pour l'investissement. Parce que nous sommes dans une logique de sous-investissement aujourd'hui. Et quand je dis investir, ça ne veut pas forcément investir pour faire des kilomètres d'autoroute. Hein. Ça peut être investir pour faire des salles qui permettent de faire des réunions politiques, hein, ça bien sûr. Hein. Cet investissement-là, nous allons le financer comment? Dès lors qu'il n'est plus financé par le profit, puisque la propriété lucrative est interdite, au bénéfice d'une généralisation de la propriété d'usage. Hein. Supprimer la propriété lucrative pour généraliser la propriété d'usage. Nous crevons de ne pas être propriétaires, bien sûr, hein, et nous ne le sommes pas parce qu'il y a des propriétaires lucratifs qui se sont appropriés le fruit de notre travail. Si nous voulons remplacer le financement de l'investissement par le crédit de ceux qui nous ont piqué le profit, ça suppose que, voilà la suggestion que je fais, mais je m'en explique longuement dans ce bouquin, ça suppose que, par exemple, si nous décidons d'affecter 30% du PIB à l'investissement, que nous affections à l'autofinancement, c'est-à-dire à la décision par les salariés de l'entreprise elle-même, de, par exemple, l'usage de 15% de leur valeur ajoutée. Hein. Une boîte fait, je ne sais pas quoi, 50 millions de valeur ajoutée. Eh bien, les salariés en conservent. Les salariés avec les copropriétaires, pas que les salariés, j'ai dit, les usagers, les fournisseurs, les clients, des élus, enfin, etc. Hein, bien sûr. Hein. Mais les salariés décident de 15% de 50 millions, ça fait donc de 7 millions et demi, d'accord, de cette valeur ajoutée qui va au renouvellement de l'outil de travail. Et puis, l'entreprise verse 7 millions et demi de cotisations à des caisses d'investissement. Ces caisses d'investissement vont donc avoir 300 milliards, hein, 15%, hein, 15% du PIB de 1000 milliards. Ils vont avoir 300 milliards. Elles vont être saisies de, mettons, 500 milliards de projets. Hein. Ça va être des caisses locales par bassin de main-d'œuvre, ou c'est des caisses de branche pour qu'il y ait une cohérence dans un outil productif, surtout pour tous les réseaux, toutes les industries de réseau qui supposent une cohérence à l'échelle même internationale. Bon, mais enfin, en tout cas déjà à l'échelle nationale, puisqu'il n'y a que ça que nous maîtrisons, et c'est évidemment à l'échelle nationale que la révolution peut se faire, et uniquement à cette échelle-là. Ces caisses vont être saisies, par exemple, de projets à hauteur de 500 milliards. Elles n'ont que 300 milliards en caisse par les cotisations. Elles vont retoquer 100 milliards de projets qu'elles estiment pas bons. Vous voyez déjà, vous allez avoir des conflits hein, entre les entreprises et les caisses. C'est ça la démocratie, c'est le conflit entre des institutions qui ont des intérêts divergents. C'est pas le Gosplan, ça marche pas. C'est pas non plus la juxtaposition d'autogestion, ça marche pas non plus. Une production, ça doit être coordonné. Et ça doit être coordonné horizontalement. Et la coordination horizontale, ça se fait par des conflits entre institutions dont les intérêts sont divergents. Il n'y a pas d'autre solution.
Donc nous allons devoir en permanence gérer des conflits entre les entreprises qui proposent des projets d'investissement et des caisses d'investissement qui diront bah, écoutez, la valeur ajoutée a généré ça, nous avons 300 milliards, en plus votre projet il est complètement con, il n'est pas sans intérêt, on n'en veut pas. Bon. Il faut bien que les salariés à 18 ans aient le droit de participer à la délibération des caisses d'investissement. Sous quelle forme? Ben ça, c'est à voir. Moi, je ne suis pas un spécialiste de sciences politiques, je ne peux pas répondre, mais d'un point de vue économique. Hein. Et puis, il restera donc 400 milliards de projets. Mais 300 milliards en caisse. Alors, on va d'abord subventionner les projets à hauteur de 300 milliards, pas prêter, puisque c'est de l'argent qu'il n'y a pas à rembourser, puisqu'il est produit par les travailleurs de l'année. Il faut le rembourser à personne, d'accord? De même que l'hôpital ne rembourse pas les dotations de l'assurance maladie. Encore une fois, il n'y a de crédit que parce qu'il y a eu prédation. Les 100 milliards qui ne sont pas en caisse, eh bien les caisses vont faire de la création monétaire. Elles vont anticiper sur la valeur nouvelle qui va être créée grâce au travail qui sera mobilisé sur cet investissement nouveau. Avec peut-être des ratés, bien sûr, et des réussites. Mais c'est pareil, ces 100 milliards vont subventionner les porteurs de projets, puisqu'elles reconnaîtront la valeur qui va être créée au temps T+1, grâce à cet investissement net. Il n'y a aucune raison que ce soit remboursé. Une organisation de transformation sociale qui a comme objectif d'en finir avec le capitalisme, pas par le grand soir si on n'y arrive pas, ça c'est clair, mais par la préparation de mouvements non programmables de mobilisation populaire, c'est pas programmable, mais il faut les préparer tout le temps par de l'éducation populaire, par de la mobilisation syndicale, par le marché politique, enfin, etc. De la même façon, vous allez avoir un conflit entre les caisses de salaire et les entreprises. Les entreprises ne vont plus payer leurs salariés. Si vous voulez qu'il y ait un salaire à vie, il faut que le salaire soit complètement déconnecté de la bonne ou mauvaise santé de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Sinon, vous rétablissez le marché du travail. Mais c'est l'entreprise qui paye un salaire à vie ou c'est la société en général qui paye? C'est les caisses de salaire qui payent le salaire à vie. Mais je pars pas, c'est pas de l'utopie, c'est ce que nous faisons déjà pour 45% du salaire. 45% du salaire n'est pas payé par des employeurs. 45% du salaire est payé par des caisses. Il s'agit que 100% du salaire soit payé par des caisses. Heureusement que ce n'est pas mon employeur qui paye ma pension. Il cotise, parce qu'il a peut-être disparu depuis longtemps, d'accord? Il cotise, et c'est la mutualisation des valeurs ajoutées dans la caisse des pensions qui rend absolument certain le paiement de la pension, indépendamment du marché, du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il faut absolument continuer d'en finir avec l'allocation microéconomique du salaire. C'est un salaire ou c'est un revenu? Ça, ce sera l'objet d'une prochaine séance, hein, d'accord? C'est un salaire, parce que nous ne sommes pas des êtres de besoin. Moi, je n'ai pas besoin de revenus. Je ne suis pas un être de besoin. Je suis un créateur, j'ai besoin d'un salaire qui reconnaît que je crée. Mais quand tu as 18 ans, tu n'es pas encore créateur, tu sors de l'école, or tu as un revenu. Ah, ça c'est toi qui le dis. Je ne sais pas. Mais parce que dans le salaire à vie, c'est peut-être indépendamment de ce que tu produis, c'est bien ce que j'ai compris. Alors tu n'es pas forcé, enfin, si tu as un salaire comme ça, tu n'es peut-être pas forcé d'avoir envie d'aller te faire chier sur une chaîne de montage de bagnole ou d'aller vendre des timbres, quoi, tu vois. Alors, sur la question de la motivation au travail dès lors que l'on a un salaire à vie, le salaire à vie va augmenter, attention, hein, lié à la copropriété d'usage d'entreprise, attention. Hein.
Le salaire à vie n'est pas un projet isolé, hein. C'est un projet qui assume toute notre histoire, hein. Le fait que la cotisation maladie a assumé l'investissement et que sur ce modèle, nous pouvons assumer tout l'investissement par une cotisation investissement, hein, la cotisation économique qui va aux caisses d'investissement. Encore une fois, nous ne redeviendrons offensifs que lorsque nous serons fidèles à notre histoire. Il n'y a pas d'autre solution pour être offensif. Moi, je n'invente pas un truc qui n'existe pas. Je combats l'utopie, au contraire. L'utopie, elle est toujours en dessous du réel, toujours. Ce que le mouvement ouvrier a inventé est très au-delà de toutes les utopies qui circulent aujourd'hui. Nous avons inventé une autre technique de financement de l'investissement que le crédit, qui est la cotisation. Nous allons le généraliser. Mais le fait de dire ce que vous venez de dire, ou ce que tu viens de dire, je ne sais pas, le mieux c'est peut-être de se tutoyer, mais enfin qu'importe. Oui, je revendique d'être payé pour ma qualification, d'accord? Et d'être payé jusqu'à ma mort. Parce que j'entends bien être qualifié jusqu'à ma mort. Être reconnu comme producteur de valeur. Mais, distinguons bien les choses, sinon on s'embarque dans une question d'évaluation qui va nous laisser dans la situation où on est, avec des gens qui s'auto-évaluent, des types qui sont payés pour évaluer les autres, enfin, etc. Enfin, la merde complète, hein, d'accord. En aucun cas, le salaire ne doit reposer sur l'évaluation de ce que je fais. En aucun cas. Ni non plus dépendre de ce que je fais. Le salaire dépend de ce que je suis, par une reconnaissance collective qui m'a attribué tel niveau de qualification. Et si au niveau 2 de qualification, j'ai un salaire, je ne sais pas, de 2300 €, et c'est à vie. Pour passer de 1500 à 2300, encore faudra-t-il passer des épreuves. Et lors de ces épreuves de qualification, là, on va examiner ce que l'on a fait dans les 8 ans précédents. Si on s'est coltiné des tâches qui n'intéressent personne, on montera plus vite en qualification. Etc. Mais en même temps, tu vois bien que ça va être source de conflit. Les jurys d'évaluation auront d'autres intérêts à faire valoir que les entreprises, que les caisses d'investissement. C'est ce conflit entre institutions qui sera le cœur d'une coordination démocratique des activités. Lorsque je parlais tout à l'heure, et je vais au bout de ce point, du conflit entre les caisses de salaire et les entreprises, mais il va être permanent ce conflit. Mais je parle de conflit démocratique, hein, attention, hein. Quand je parle de conflit, c'est le moteur d'un débat politique permanent, hein, de gens qui, à l'école, auront été éduqués au conflit en ce qu'il a de coopération. Hein. La coopération passe toujours par le conflit, bien sûr. Je ne suis pas dans une espèce de rêve de je ne sais pas quoi, hein, tout simplement, bien sûr. Les entreprises ne vont plus payer leurs salariés. Donc elles peuvent embaucher à tout go. D'accord ? Mais alors, elles n'ont pas de chiffre d'affaires, elles n'ont pas de valeur ajoutée. Donc elles vont verser très peu de cotisations salaires, alors même que les caisses verseront beaucoup de salaires aux membres de l'entreprise. Ça va être source de conflit. Il va falloir gérer tout ça. C'est ça qui va faire démocratie. C'est là qui va nous rendre en permanence souverains de la valeur. Mais c'est une sacrée éducation, la co-responsabilité, tout cela. Hein. Enfin, ça offre des horizons anthropologiques. Enfin, exposer ça, ça ne peut que susciter des gens qui ont envie, d'accord. Le pôle public bancaire, mais tout le monde. Qui voulez-vous à qui que ça fasse envie, ça, d'accord.
compter les années d'études dans les annuités. Heureusement qu'on ne fait pas envie avec des mots d'ordre pareils. Maintenant, la motivation. La motivation, moi, j'ai 68 ans, j'ai des gamins, j'ai 4 garçons qui ont entre 30 et 40 ans. Il y en a 2 qui sont autonomes du point de vue économique, un qui commence à l'être, un autre qui ne l'est pas du tout. Celui qui ne l'est pas parce qu'il n'a pas franchi les étapes du marché du travail, mais il ne donne pas sa mesure. S'il avait un salaire à vie, mais il ferait tout ce qu'il a envie de faire, qu'il fait d'ailleurs en bricolant, hein, bien sûr. Mais à quel prix, d'accord? Alors qu'il pourrait le faire de façon infiniment plus... Et nous avons tous des gamins ou des connaissances dans comme ça. C'est une expérience que nous faisons absolument tous. Tous ceux qui vont en traînant les pieds au boulot, parce qu'ils n'ont pas de maîtrise sur leur travail. Tous ces ingénieurs du centre de recherche de Renault, parce que j'avais une discussion récente, qui se font retoquer tous leurs projets parce que la rentabilité financière des actionnaires n'est pas assurée, qui en ont ras-le-bol. Ils vont être autrement mobilisés dès lors qu'ils seront copropriétaires de l'entreprise Renault. Par ailleurs, pour entrer dans un collectif, il faudra être recruté. Ce recrutement donnera lieu par ailleurs à un contrat de travail qui définira, je ne sais pas quoi, un certain nombre, sûrement pas le salaire, puisque ça, c'est un attribut de la personne, d'accord, hein, mais qui définira, je ne sais pas quoi, les heures de présence, un certain nombre de choses, d'accord. Bon. La personne sera, le moins qu'on puisse dire, incitée à respecter le contrat de travail. Sinon, elle sera licenciée. Mais vous voyez bien que le licenciement aura une toute autre signification, puisqu'elle sera licenciée avec son salaire. Bon, elle n'aura pas fait l'affaire quelque part, elle fera l'affaire ailleurs, d'accord? On reconnaît quand même qu'il y a des tâches qui sont ni exaltantes, ni intéressantes, que personne ne veut faire, qui restent utiles à la société. Et je reconnais que des gens d'un salaire à vie, c'est pas pour autant qu'ils font rien de leur vie, et même ça peut les bloquer, mais pour faire des choses, je prends l'exemple, je sais pas, est-ce que les gens vont aller balayer les rues alors qu'ils sont à côté d'un salaire? Quel sera l'incentive qui va ouais. D'une façon plus générale d'ailleurs, hein, j'avais un débat avec Frédéric Lordon la semaine dernière dans le 14e. Il est vous pouvez aller voir sur le site de Tropic. Et il me pose cette question, s'il n'y a plus le gendarme du marché du travail, d'accord, hein, comment va se faire la mise au travail des personnes? Alors, répondre, on va faire du service civique pour les tâches qui ne trouvent pas preneur, spontanément. Hein. Et ce qui est une réponse tout à fait cohérente d'ailleurs, hein, parce que dès lors que l'économie, c'est plus île vers lesquels on tend un point vengeur de temps en temps. Hein. Taxons le capital. Hein. Voilà, c'est la revanche des vaincus. Hein, d'accord. Ce ne sera plus le il, mais ce sera nous. On peut imaginer des services civiques. Sauf que ce n'est pas une solution, vraiment. Parce que ces métiers en question peuvent être des métiers très qualifiés. Les métiers d'entretien, par exemple, des sols à l'hôpital, sont des métiers, si on veut éviter les maladies nosocomiales, des métiers de haute technicité en réalité. C'est pas parce qu'on va aller faire à 19 ans un petit tour pendant 3 mois que ce boulot sera bien fait. Il sera mal fait, au contraire.
Vous avez des métiers de nuit, parce que vous avez les industries de process, qui supposent une continuité, d'accord? Je ne parle pas du fait de vendre des parfums à minuit sur les Champs-Élysées, hein, ça d'accord, hein? Mais je parle d'industrie de process, il y en a quelques-unes, pas d'ailleurs pas toutes celles que les patrons prétendent, c'est pas vrai, hein, d'accord, mais qui doivent fonctionner jour et nuit. Bon. Le travail de nuit est un travail extrêmement nocif pour la santé, extrêmement nocif pour la vie sociale. Mais ces travaux-là sont d'une très grande technicité. C'est parce que moi je vais aller faire un petit tour dans un service civique pour faire le boulot qui sera fait, il sera mal fait, d'accord? Donc il faut trouver des formules, mais qui vont devenir possibles, parce que des formules qui incitent à faire, mais à consacrer une partie seulement de son temps à ces tâches, parce qu'on ne peut pas y consacrer tout son temps pour des questions médicales, pour des questions d'intérêt, en fait, etc. D'accord? Mais pas forcément par des petits stages, ça peut être sur la longue durée, d'accord? L'incitation, je l'ai dit, hein, c'est le fait qu'on progresse plus vite en qualification. Est-ce qu'on peut imaginer un système mixte dans lequel au salaire à vie s'ajoute une participation instantanée à la tâche, qui soit une incitation supplémentaire pour les tâches pour lesquelles vraiment on trouve personne, et qui de fait redonnerait la vraie valeur de cette tâche pour la société. C'est-à-dire que s'il y a une tâche que personne ne veut faire et que si pour que des gens la fassent, il faut y mettre le prix, forcément on va se demander est-ce qu'on a vraiment besoin. Et on va remettre en question peut-être certaines activités ou certaines pans de notre économie. Ah oui, bien sûr. Hein. Il y a des tâches aujourd'hui pénibles qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Ça, bien sûr. Certaines qu'on peut automatiser aussi. Hein. Ça, bien sûr. Mais il faut quand même tenir compte de tâches qui ne trouveront pas preneur spontanément et qui seront nécessaires. Ma réponse à ta proposition, enfin, je te tutoie quand tu sens que tu me tutoies, mais enfin, je veux dire, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon. Ma réponse à ta proposition de payer telle tâche, elle est non. Hein. Il faut absolument supprimer cette institution du capital qui consiste à payer de la tâche. Tout le mouvement syndical s'est levé contre le salaire à la tâche. Aujourd'hui, le mouvement syndical de transformation sociale, donc je ne parle pas de la CFDT bien sûr, mais le mouvement syndical de transformation sociale refuse les contrats de projet, hein, refuse tous ces machins où il s'agit de payer des tâches, d'accord, hein. C'est la qualification qui doit être payée. Alors, la qualification du poste dans l'emploi, c'est une première étape, mais qui ne suffit pas, qu'il faut dépasser, c'est la qualification de la personne. Donc je suis, pour moi, contre cette proposition. Mais en revanche, le fait, parce que ça va restaurer cette logique du marché du travail, mais en revanche, le fait d'accélérer le progrès en qualification de personnes qui acceptent de passer une partie de leur temps à des tâches peu valorisées spontanément, moi, ça me paraît être la réponse à la question, de préférence. Pour qu'on ne lie aucun salaire à la tâche. Mais toute la tradition du mouvement ouvrier, c'était de se battre contre le salaire à la tâche. Mais ce que vous dites, donc, ça suppose que par exemple, quelqu'un qui va ramasser les poubelles toute sa vie, il gagnera plus, je ne sais pas, qu'un professeur d'université, ou qu'il aura le même salaire. Donc, Oui, bien sûr. Hein, c'est pas, ça ne préjuge pas. C'est pour ça que je suis absolument contre, par exemple, la revendication syndicale classique qui consiste à dire brevet des études SMIC, bac SMIC plus 10%, bac plus 2 SMIC plus 20% ou 30%, bac plus 3 SMIC plus 50%, etc., etc. Parce que c'est confondre certification et qualification, d'accord? C'est confondre travail concret, le diplôme, et travail abstrait, la valeur. C'est une confusion énorme. Et puis, c'est tenter de donner un fondement non politique à cette violence sociale qu'est la hiérarchie des qualifications. Il y a de la violence sociale là-dedans. Hein. Moi, je donne mon expérience. J'ai été universitaire. À la fin de ma vie universitaire, il y a quelques années,
je faisais peut-être des cours qui, en matière de valeur d'usage ou des travaux dirigés, étaient moins bons que ceux que faisait un jeune qui avait le feeling avec des gens qui étaient presque de son âge. Alors que moi, je commençais à me dire, c'est-à-dire que j'ai arrêté tout de suite. Dès que je me suis dit, attendez, oulala, les étudiants, je sais pas, je les comprends plus. Bon, j'ai tout de suite arrêté, évidemment. Il ne faut pas faire ce métier si on ne comprend pas les gens qui nous intéressent. Mais la valeur d'usage que produit ce jeune en contrat doctoral, qui vient de passer sa thèse, qui est en contrat doctoral, est peut-être supérieure à la valeur d'usage que je produis moi. Pourtant, je suis réputé produire 3 fois plus de valeur économique que lui, puisque mon salaire est 3 fois supérieur au sien. Il y a bien de la violence sociale là-dedans. C'est un point qui est la seule réponse à votre question à la monnaie. C'est que la monnaie, elle exprime la violence sociale et qu'on ne peut pas faire de société sans violence. Ça n'existe pas. C'est pour ça que je suis communiste, à condition d'ôter du projet communiste l'absurdité de la société sans classe. La société sans classe, c'est une société sans monnaie, du coup, sans valeur, de la transparence des valeurs d'usage. C'est un rêve fou. C'est un rêve fou parce que faire société, ça n'est pas simplement produire des valeurs d'usage. Et là, on peut se mettre d'accord. Dans beaucoup de nos débats écologiques, disent, bah oui, il vaut quand même mieux produire des trucs pas polluants que des trucs polluants. Bah oui, évidemment. D'accord. Là, faire société, c'est aussi gérer cette autre dimension de la production qui est que toute production s'opère dans des rapports de pouvoir. La production ne s'opère pas simplement au nom de l'utilité sociale de ce qu'on produit. La production, c'est aussi un enjeu de pouvoir. Et l'enjeu de pouvoir s'exprime dans la valeur économique. La classe dirigeante, c'est la classe qui décide de ce qui vaut et de ce qui ne vaut pas. Et ça s'exprime par de la monnaie. Une façon de penser qu'on résout le problème, c'est de dire, bon, on ne va plus décider de ce qui vaut et ce qui ne vaut pas. Il n'y aura plus de monnaie. C'est une solution illusoire parce que c'est résoudre par décret le cœur tragique de toute société, c'est-à-dire qu'il y a du tragique dans toute société, c'est-à-dire qu'on ne produit pas sans violence. Et qu'un projet responsable de société débarrassé du capitalisme, c'est un projet qui assume le cœur de ce qui est faire société. Faire société, c'est à la fois assumer notre rapport à la nature, ça c'est le travail concret, c'est la production des valeurs d'usage, et c'est assumer nos rapports entre nous. Ça c'est la violence. C'est la valeur économique. Et penser qu'il est possible de faire une société sans violence, c'est-à-dire sans monnaie, c'est, pour moi, encore une fois, c'est pas simplement un rêve, c'est un rêve fou parce que c'est nier une réalité qui est substantielle à la vie sociale. Justement, pour l'instant, cette violence de la production, la pénibilité d'un travail ou l'ennui qu'on peut avoir envers ce travail, elle n'est absolument pas représentée dans le coût final d'un produit ou d'un service. Et je dirais même qu'elle est inversement proportionnelle. C'est-à-dire que quand on achète un iPhone qui ne coûte rien, les travaux qui sont le moins bien rémunérés, derrière, c'est une violence de cet esclavage affectif. Et le capitalisme fait comme ça, qui pousse les gens dans un retranchement, et que plus quelque chose est violent à produire au niveau social, et moins il a de valeur. Et ce qui manque, je trouve, dans le projet du salaire à vie, c'est que cette valeur, elle transparaît toujours pas. C'était l'exemple qu'on donnait des personnes qui vont sortir des poubelles toute leur vie. Il y a une pénibilité ou un ennui dans ce travail qui
qui n'est pas égal à quelqu'un qui va avoir une vie qui va, je sais pas, être ingénieur toute sa vie ou faire quelque chose qui l'exalte. Et il n'y a pas de mesure, enfin, il n'y a pas de rétribution supplémentaire à cette pénibilité. Oui, en ce sens-là, je me sépare complètement de Milondo, enfin des partisans du revenu de base qui disent bon, à tout le monde un revenu de base et ensuite des salaires en fonction de la pénibilité. Bon, j'ai souvent débattu avec Milondo, je suis effectivement, vous avez une petite plaquette d'ailleurs du réseau salariat, c'est revenu de base au salaire à vie, mais on verra ça dimanche à Nice, hein, c'est une des séances de dimanche. Dans une situation de salaire à vie et de copropriété d'usage, c'est-à-dire de codécision sur ce que l'on fait, personne, sauf ceux à supposer que certains aimeraient ça, mais je ne le pense pas, personne ne ramassera les poubelles toute sa vie. Absolument personne. Ce besoin, cela dit, nécessaire, puisque notre espérance de vie collective elle est complètement dépendante par la question de la gestion des déchets, bien sûr, et qui peut être d'une haute technicité, j'insiste là-dessus, nous allons l'assumer non pas en reconnaissant par un salaire supplémentaire la pénibilité du travail, ce qui encore revient à payer à la tâche, or c'est ce dont il faut que nous nous débarrassions complètement, mais par des trajectoires individuelles qui, parce qu'elles vont être, nous allons nous balader avec notre salaire. Hein? C'est quand même très différent. Hein? Nous allons donc jouer plusieurs cordes à la fois si nous en avons envie. Nous allons être à la fois, je ne sais pas quoi, moi, producteur d'huile d'olive parce qu'on a une oliverie dont on a la propriété d'usage précise, hein, d'accord, accompagnateur de moyenne montagne pendant l'été et producteur d'huile d'olive pendant l'hiver. Donc membre salarié d'une équipe pendant l'été, travailleur indépendant tout seul pendant l'hiver, je sais pas quoi. Bon, et puis peut-être que nous serons aussi chefs de chœur parce que nous aimons ça. Et peut-être aussi que nous serons à un autre moment de notre existence ou dans des tranches horaires de notre existence actuelle, que nous serons comptables municipal dans une situation de fonction publique. Tout ça va devenir possible. Hein. Ce que Marx dit le matin, ceci, le soir, cela, pêcheur, c'est possible, bien sûr. Je suis communiste dans ce sens-là, bien sûr. Hein. De trajectoires individuelles infiniment plus fluides. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous avons la plaie invraisemblable de la classe politique? Ce truc qui nous fout par terre toute la démocratie. Mais c'est entre autres parce que si vous êtes élu, ben vous perdez votre boulot. Et puis vous avez bien du mal à... Non, mais la LMDE sert à ça. Madame Rossignol a été très longuement salariée de la LMDE, puis d'une mairie machin socialiste avant de devenir ministre. Bon, ben bien sûr, ça c'est archi connu, ça je suis d'accord. Mais il n'empêche que si nous voulons nous consacrer, ne serait-ce que pour un mandat court et non renouvelable et non cumulable, ce qui serait à une activité politique, ça peut être extrêmement, dans une logique d'emploi, ça peut être extrêmement mortifère, c'est extrêmement dangereux. Hein. Il y a extrêmement peu de cadres du privé qui sont élus, etc. etc. Bon. Donc nous allons au contraire pouvoir avoir des trajectoires bien plus fluides qui vont mêler des activités de façon bien plus fluide. Et dans ces activités, et en y étant incité, parce qu'on progressera plus vite en qualification, des tâches peu valorisantes que nous ferons, et encore une fois, non pas 5 minutes, mais peut-être sur une longue période, parce qu'elles exigent une technicité qu'on n'acquiert pas en 5 minutes précisément. Moi, je crois beaucoup plus à ça
qu'au fait de payer à la tâche. Je crois que du coup, s'il y a d'autres questionnements, ce qui sera bien, ça sera de les réfléchir et puis de... Comment le travail productif, le travail non productif est comptabilisé? Alors, donc il n'est pas non productif puisqu'il est comptabilisé. Hein, je réponds simplement à ça, mais en 30 secondes. Comment est-ce qu'on comptabilise la contribution de l'administration au PIB? On additionne les salaires des fonctionnaires. C'est quoi la valeur ajoutée? C'est les salaires plus le profit. C'est ça la valeur ajoutée, d'accord? La valeur ajoutée dans l'entreprise, faites un peu de compta privé, c'est assez vite fait, d'accord? C'est le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. Et vous avez ensuite la valeur ajoutée qui est l'addition des salaires et des profits. Alors, on ne va pas dire profit parce que c'est un gros mot, hein, d'accord? Alors, on va dire, je ne sais pas quoi, moi, provision pour intérêt, je ne sais pas quoi, enfin, bon, on va dire des tas de choses très élégantes pour essayer de maquiller la chose. Bon. Mais, donc, la valeur ajoutée d'entreprise capitaliste, elle se partage entre salaire et profit. On additionne le salaire et les dividendes, y compris les intérêts sur le patrimoine, parce que le profit fait aussi l'objet d'impôts, d'accord? Les impôts, pardon, et puis les salaires avec les impôts et les cotisations liées au salaire. C'est ça la valeur ajoutée. Donc, lorsque vous avez une association qui n'a pas de profit ou un service public, ben, la valeur ajoutée, c'est l'addition des salaires, tout simplement. C'est ce point que je ne connaissais pas. C'est pas comprenant. Et voilà. Ah ben toujours, la valeur ajoutée, c'est salaire plus profit. Donc, puisque la valeur ajoutée, c'est la valeur qui est ajoutée par le travail. Donc, elle s'exprime dans le salaire, là où il n'y a pas de profit, et dans le salaire et le profit, là où il y a du profit. Mais ce qui veut dire, c'est ça très intéressant, c'est que en multipliant les travaux qui sont faits dans un cadre non lucratif, les services publics, la retraite, la santé, etc., on invente une autre mesure de la valeur, qui n'est pas le temps de travail, mais qui est la qualification du producteur. Ça, c'est vachement nouveau. Hein, parce que, comme quelqu'un l'a dit, je ne sais plus, mais enfin quelqu'un d'entre vous l'a dit, quand on mesure la valeur par le temps de travail, on est pris dans une course folle à l'élimination du travail vivant. Ce qu'on appelle gains de productivité, mais qui sont absolument destructeurs du travail vivant. Le capitalisme passe son temps à détruire le travail vivant, parce qu'il mesure la valeur par le temps. Le travail vivant, c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que nous faisons tous quand nous sommes vivants au travail, c'est ça le travail vivant, d'accord? Marx l'oppose au travail mort, qui est le travail qui est coagulé dans les machines, hein, qui transfère à travers l'amortissement une partie de leur valeur aux produits nouveaux, mais qui ne crée pas de valeur. En ce sens, c'est du travail mort, d'accord? Il n'y a que le travail vivant, qui lui est du capital variable, d'accord, qui produit de la valeur. Alors que le travail mort, c'est du capital fixe.